les émotions et les drames de la Formule 1 se cache à l'ombre des paddocks une histoire d'hommes au talent infiniment plus modeste, mais à l'ambition inversement démesurée. Au départ cachés dans les stands avant de se retrouver sous le feu des projecteurs jusqu'à s'embrûler, ces hommes ont compris qu'il n'était pas forcément nécessaire d'être derrière le volant pour avoir de l'influence. Des hommes d'ambition qui ont vu en la Formule 1 la rampe de lancement pour toutes leurs aspirations, aussi grandes soient-elles. Entre business et mégalomanie, gloire et déchéance, ces destins hors du commun ont émaillé le sport automobile le plus populaire au monde, jusqu'à le changer à tout jamais. Nous sommes le 13 mai 1950. Comme un symbole, c'est sur le circuit de Silverstone, ancien aérodrome de l'armée anglaise reconverti en arène pour bolides, que se déroule la première manche du tout premier championnat du monde de Formule 1. La course automobile trouve ses racines à la fin du 19e siècle, et l'idée d'un championnat pour les modèles les plus rapides était déjà évoquée dans l'entre-deux-guerres. Mais ce sont bien ces 70 tours, bouclés en tête par l'italien Giuseppe Farina sur son Alfa Romeo, qui feront date dans l'histoire. Moins de 4 mois plus tard, il sera le premier champion du monde de la discipline. Lorsque l'idée d'un championnat du monde est évoquée, nombreux sont les constructeurs qui hésitent encore à participer, dont Enzo Ferrari, patron de l'écurie éponyme et qui refuse d'engager ses monoplaces dans la campagne anglaise. Il commendator et préférera engager ses voitures sur une course de Formule 2, aux primes plus alléchantes, disputée à Mons en Belgique. 200 000 spectateurs plus tard et une couverture médiatique dans les journaux du monde entier lui auront donné tort. Il changera d'avis dès le week-end suivant en alignant ses voitures au cheval cabré à Monaco. Silverstone, Monaco, auxquels s'ajouteront Spa-Francorchamps et Monza. Connaisseurs ou débutants, ce sont des noms qui évoquent la course automobile dans l'imaginaire collectif. Ils ont la magie de leur lieu, c'est l'histoire, c'est l'héritage de la F1. 73 ans après, ce sont toujours des rendez-vous immanquables du calendrier. Si les bases de la discipline sont effectivement posées au printemps 1950, la Formule 1 n'a encore rien à voir avec ce qu'elle deviendra dans les décennies à venir. Pas de calendrier à rallonge, de moteur hybride, de Grand Prix aux quatre coins du monde, et encore moins de normes de sécurité. Il y a des ballots de paille, le type qui abaisse le drapeau à damier, il est sur la piste, ils ont un casque qui n'est même pas intégral, ils sont non couverts jusque-là, c'est des trucs inimaginables. À l'époque, ils étaient conscients du danger, ça faisait partie de leur vie, etc. Aujourd'hui, le danger fait toujours partie de leur vie, mais ils savent que les risques sont moindres, bien évidemment. On se dit que c'est dangereux, je trouve. Vraiment, parce que je trouve ça impressionnant quand on les voit et qu'on voit à quel point leur corps dépasse des voitures, etc. Et puis la difficulté aussi à tourner parce qu'il n'y a pas de direction assistée forcément, etc. On se dit que c'est un autre monde en fait. Cette première saison est une ébauche. Elle sera composée de 7 courses, dont une seule loin du vieux continent, et 500 miles d'Indianapolis. Épreuve mythique du sport automobile, elle ne doit sa présence au calendrier de la Formule 1 que pour justifier le caractère international du championnat. Aucun des favoris ne fera donc le déplacement outre-Atlantique pour se mesurer aux Américains sur l'exigeant ovale du Midwest. À l'instar de ces monoplaces lancées à toute vitesse, les pilotes et les écuries vont défiler sur les grilles de départ. Chaque week-end est une nouvelle occasion d'avoir sa chance en catégorie reine, et seuls quelques-uns atteindront la manche d'ouverture du championnat 1951. Au total, ce ne sont pas moins de 33 écuries et 76 pilotes différents qui écumeront les paddocks lors de cette saison inaugurale. Côté piste, ça sent l'huile de moteur, le carburant, la gomme brûlée et souvent la débrouille. On est encore loin de l'approche technique et de l'esprit d'élitisme qui prédomine désormais. On a ce côté physique et presque bataille avec la voiture, quoi, je trouve. Maintenant, on est vraiment beaucoup plus, parfois trop dans la technologie et dans quelque chose qui nous échappe finalement et où c'est vraiment devenu des batailles finalement d'ingénieurs qu'avant, finalement, mais c'était de la mécanique pure et dure. Et à mon avis, ils étaient beaucoup plus au courant de ce qui se passait. Maintenant, c'est devenu très et parfois trop technologique. Donc cet aspect-là, hommes et voitures, je pense qu'on l'a quand même perdu au fil des années. Ces machines, bien que monstres de puissance, n'ont rien de révolutionnaire. Industrie d'après-guerre oblige. Les Alfa Romeo 158 écrasent les 6 courses auxquelles elles participent en ne laissant que des miettes à la concurrence. Surnommé Alfetta, ce modèle est pourtant né 13 ans plus tôt, dans les ateliers de la division sportive d'Alfa Romeo à l'époque, une certaine Scuderia Ferrari. Ça évoque l'histoire. La passion, c'est un truc de dingue. Partout dans le monde, Ferrari déchaîne les passions. Il y a des drapeaux rouges dans tous les pays du monde. Le cheval cabré, c'est des casquettes Ferrari, des t-shirts Ferrari, des drapeaux Ferrari. Partout, partout.
tous les continents, il y a toujours un gars qui est avec une casquette Ferrari, un truc Ferrari. Ça fait rêver, c'est mythique. Tous les pilotes, tous, qu'ils l'avouent ou qui ne l'avouent pas officiellement devant une caméra, ont envie d'un jour piloter pour Ferrari, tous. L'écurie devenue mythique n'arrivera pas à rivaliser d'entrée avec les Alpha, mais ce n'est que partie remise. Déjà victorieux aux 24 heures du Mans en 1949, Enzo Ferrari connaît la recette du succès. Il va s'employer à l'appliquer inlassablement tout au long de sa vie. Le cheval cabré prend les rênes de la Formule 1, remporte 4 championnats du monde durant la décennie et s'inscrit définitivement comme l'emblème de la vitesse et du succès dans l'esprit du public. C'est un étendard national, quoi. C'est la nation Ferrari qui est représentée, il y a une pression inimaginable et donc il y a quand même pas mal de ratés. Bon, quand on revoit leur dernier titre, c'était en 2007, constructeur en 2008, ça commence à faire beaucoup, quoi, quand on s'appelle Ferrari. C'est une équipe qui arrive à garder son aura et son côté emblématique dans le fait qu'il n'arrive pas à aller décrocher un titre. C'est une équipe qui garde vraiment cet aspect historique. Les gens qui ont roulé avec Ferrari restent marqués au fer rouge. Dans les années 50, la Formule 1 n'en est qu'à ses premiers vrombissements. Elle est loin d'être le rouleau compresseur économique qu'elle est aujourd'hui, et le spectre de la disparition de la discipline plane encore sur chaque Grand Prix. Alors, pour éviter le faux départ, la F1 a désespérément besoin d'une vitrine, d'un visage, d'un champion en somme. Cette première légende de la catégorie reine, c'est Juan Manuel Fangio qui va l'incarner. Il est un pilote d'exception, son héritage l'est tout autant. C'était le synonyme de la rapidité, de la vitesse, du pilote par excellence, Fangio. L'Argentin avait un coup de volant hors norme. Considéré comme le plus grand en son temps, il est encore aujourd'hui dans la discussion, 65 ans après sa dernière course et 28 ans après sa mort. C'est un mythe, Fangio. C'est resté pendant des années la référence. Il y avait beaucoup de respect le concernant. Senna a rencontré Fangio et c'était très important pour lui. Michael Schumacher, je me rappelle quand il parlait de Fangio, il y avait une certaine émotion. Il y avait un grand respect. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, quand on parle de Fangio, ça reste une référence. Comme un jour on dira Eddy Merckx, comme on dira des gars qui ont tellement marqué leur discipline qu'ils restent des icônes. Le talent est toujours difficilement quantifiable, mais force est de constater qu'avec Fangio, les chiffres parlent pour lui. 51 départs pour 24 victoires entre 1950 et 1957. Il écrase la discipline, écœure ses concurrents et s'adjuge 5 couronnes mondiales. Un record que l'on pensait éternel, qui tiendra jusqu'en 2002, et le 5e sacre d'un certain Michael Schumacher. La Formule 1 tient ici sa première légende, elle va maintenant avoir besoin d'un coup de génie. Jack Brabham, Graham Hill, Jim Clark, John Surtees ou encore Jackie Stewart. Dans une décennie des 60s marquée par l'outrageuse domination anglo-saxonne, les légendes ne manquent pas. Les années 60 vont marquer l'apogée des gentleman drivers, ces gendres idéaux à la conduite léchée et au verbe aiguisé en sortir de monoplace. C'est une époque révolue où il n'y avait que l'homme et la machine, un pilote et un V8 sur des circuits où chaque erreur se payait malheureusement de sa vie. La Formule 1 est enfin lancée. Exit les monoplaces d'avant-guerre, bonjour les voitures modernes. La course à l'innovation commence, le calendrier s'agrandit, les écuries se stabilisent et les pilotes deviennent de véritables stars. Ce vent de modernité qui souffle sur le paddock apporte avec lui l'essence même de l'innovation, le besoin de financement. Les écuries ont besoin de toujours plus d'argent. La F1, sport de passionnés et de petits génies aux mains pleines de cambouis n'est plus. Les voitures doivent désormais changer chaque année, les pneus coûtent cher, les courses s'accumulent et les primes se réduisent. Un homme va alors tirer son épingle du jeu et amorcer le plus important virage de l'histoire de la discipline depuis sa création. Il s'appelle Colin Chapman et le 12 mai 1968, il révolutionna la catégorie reine. L'histoire d'Anthony Colin Bruce Chapman, c'est l'histoire d'un homme qui aura, par ses innovations et son caractère, marqué à tout jamais la Formule 1 et même l'automobile. Je le mettrais parmi l'une des plus grandes personnalités de l'histoire de la Formule 1. La première chose qui vient à l'esprit quand on parle de Colin Chapman, c'est son côté ingénieux, inventif, incroyable. Il a vraiment fait passer à ce sport un véritable cap. Un homme qui aura tour à tour fait parler son ange et son démon, un inventeur de génie couplé à un patron quasi tyrannique auquel s'ajoute une ambition plus que démesurée. Cette volonté de réussir, Colin Chapman l'a doublée d'une insatiable soif d'innovation.
Le sponsoring et évidemment toutes les évolutions techniques et aérodynamiques qui ont été apportées. Associable de Lotus, c'est le premier qui a fait les radiateurs dans les pontons, qui a fait l'effet de sol, moteur à l'arrière. Inventeur de génie, obsédé par le poids et les performances de ses monoplaces, ces mécaniciens le surprendront même plus d'une fois à retirer de l'essence de ses voitures avant les courses pour les alléger. Il comprend très vite que ces innovations ont un coût. Alors le 12 mai 1968, lorsque sa Lotus 49 apparaît sur la grille de départ du Grand Prix d'Espagne, elle n'est plus recouverte de sa traditionnelle couleur vert anglais. En lieu et place du British Racing Green se trouve une superbe livrée rouge et or. Avant l'ouverture de la saison, la Fédération internationale de l'automobile, communément appelée FIA, avait autorisé le sponsoring extra-sportif afin d'aider les écuries à boucler leur budget. Aucune d'entre elles n'avait encore osé franchir le cap. Chapman, lui, comme à son habitude, n'hésite pas et négocie avec la marque de tabac Imperial Tobacco. La pub, etc., un côté imaginatif, nouveau, précurseur, avant-gardiste, qui était assez fascinant. C'est un coup de génie dans le sens où on mélange le sponsoring et on profite évidemment de l'essor de la télévision et de la retransmission télévisuelle, audiovisuelle en l'occurrence, pour afficher des sponsors pour qu'ils soient le plus disponibles et visibles à l'écran. Donc c'est un coup de génie. Il abandonne le vert en même temps que ses problèmes de budget et file vers un doublé pilote-constructeur historique avec Graham Hill au volant d'une Lotus 49 Ford Cosworth absolument intouchable. Le feu passe au vert, les pétroliers, les marques d'alcool et surtout les cigarettiers viennent orner toutes les monoplaces de la grille. La visibilité de la Formule 1 explose et il devient primordial pour ces marques d'avoir leur nom associé à la discipline du moment. On assiste à un sport qui est en train non seulement de se professionnaliser mais surtout de se financiariser de plus en plus, et le sponsoring a été un événement charnière de ça. Avant, je dirais qu'on était sur un sport un peu bricolage et ensuite on est passé à un sport qui devient de plus en plus lucratif. Rapidement, la tendance s'inverse. Le sponsoring devient la clé pour être présent en Formule 1. Les marques sponsorisent les grands prix et vont aller jusqu'à payer le salaire des pilotes. Au départ un simple coup de pouce, elles vont réussir à se rendre indispensables jusqu'à devenir obligatoires si une équipe veut avoir une chance de boucler son budget pour la catégorie reine. Ce premier partenariat, noué en 68, est venu chambouler à tout jamais l'économie de la Formule 1. Même si les cigarettiers, autrefois si puissants, ont été obligés de quitter la F1, à l'exception de lobbies à peine déguisés chez Ferrari et McLaren, en 2023, 275 sponsors sont associés aux différentes écuries ainsi qu'à la Formule 1 elle-même. Les crypto-monnaies ont remplacé le tabac, les nouvelles technologies ont surpassé l'alcool, mais la manne financière ne cesse de grandir. On estime qu'entre 2004 et 2019, 30 milliards de dollars ont été investis en sponsoring dans la plus grande des compétitions automobiles. Le 16 décembre 1982, Colin Chapman est emporté par une crise cardiaque. Et on aurait pu encore en voir un peu plus, mais c'est certainement un personnage qui a beaucoup marqué l'histoire de la F1. Il laisse derrière lui, à 54 ans, l'image d'un patron profondément endeuillé par la disparition de ses pilotes. À 4 reprises, le génie anglais a dû dire au revoir prématurément à ses protégés. Des pilotes avec qui il a longtemps entretenu des relations fusionnelles. Une course à la mort sur des voitures parfois dangereuses pour lesquelles il ne sera pas exempt de tout reproche. Lui qui rêvait de concurrencer Ferrari, glanera avec Lotus 7 titres constructeurs et 6 titres pilotes. Le pari est tenu. À sa mort, Lotus est devenu l'égal de l'écurie de Maranello. Malheureusement, sans la magie de son fondateur, l'équipe s'est soufflée et tire le rideau en 1994. Dans un premier temps, Lotus était pas loin d'égaler, voire dépasser même Ferrari. Mais aujourd'hui, quand on regarde sur la longueur, ils sont pas à la hauteur de Ferrari, forcément. Mais c'est certainement une écurie qui a marqué l'histoire et une marque qui restera quand même légendaire toujours, quoi, ça c'est sûr. Pour que ce soit mythique, il faut qu'il y ait un côté intemporel, et pour que ce soit intemporel, il faut que ce soit, à mon humble avis, présent quelle que soit la période, d'une certaine manière, ce qui n'a pas été le cas de Lotus. Père du sponsoring et de l'étude aérodynamique en Formule 1, il reste l'une des plus grandes figures de son sport et celui qui a définitivement fait passer la F1 de sport de mécanicien à sport d'ingénieur, de sport plaisir à sport business. À partir du moment où tu as le sponsoring, les écuries commencent à comprendre que la Formule 1, grâce à la télévision, peut être extrêmement lucrative, et donc il y a des velléités privées qui vont commencer à grimper. 1968, c'est une chicane dans l'histoire de la Formule 1. Après ce virage, la discipline n'a plus jamais été comme avant. Oui, le sponsoring est un coup de génie parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Ça permet évidemment de financer pour bonne partie les équipes,
mais c'est aussi le point de départ d'un conflit politique qui produit encore un écho aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que si on a la gouvernance qu'on a aujourd'hui, totalement sclérosée en Formule 1, entre FIA, Formula One Management et même les équipes, ça constitue une sorte de pouvoir tripartite d'une certaine manière. Si on a ce résultat-là, c'est parce que on a eu les années 70, le conflit FISA-FOCA et tout ce qui a permis à ce conflit de naître. Et en l'occurrence, le sponsoring en est une très grosse composante. Le joyau de la course auto devient plus tendance, plus décrié, plus suivi, plus spectaculaire, plus business. Définitivement moderne en somme. La fin du siècle va être son apogée et un homme va en incarner tous les excès. À l'aube de la saison 2017, Liberty Media, société américaine de médias de masse, rachète la Formule 1 pour plus de 4 milliards de dollars. Il est alors temps pour Bernard Charles Ecclestone, dit Bernie Ecclestone, de couper le moteur et de rendre les clés de l'immense machine qu'il aura pilotée d'une main de maître, d'une main de fer pendant pratiquement 40 ans. C'est vraiment lui qui a fait la F1, qui a fait ce que la F1 est aujourd'hui. Et puis l'histoire s'est accélérée et aujourd'hui elle est différente. Mais c'est sûr que sans Ecclestone, la F1 n'aurait pas été et ne serait pas ce qu'elle est. Il a cette aura comme ça autour de lui d'homme de la F1, quoi. Je pense qu'avant les années Liberty Media, si on voulait caractériser la F1 ou mettre un nom sur la F1, on mettait Bernie Ecclestone. Indissociable des gloires et des échecs de la discipline, personnage torturé, il incarne pleinement les deux faces d'une même Formule 1. J'avais envie de le décrire comme le tout-puissant, presque. C'était vraiment, ça donnait vraiment l'impression que c'est lui qui avait les manettes, quoi. Que c'est lui qui décide, qui avait le mot final pour tout. Il entretient ce côté un peu sombre, mystérieux, négatif, provocateur. Mais quand on le rencontre et qu'on le connaît, moi je l'ai quand même bien connu sur le nombre des années et tout, c'est un personnage fascinant, étonnant, incroyable, très très intelligent, avec un humour dévastateur, toujours un coup d'avance sur vous, il réfléchit à plein de choses à la fois, que ce soit pour négocier des contrats, pour arriver à ses fins, pour un nouveau Grand Prix, pour ci, pour là, pour placer des pilotes, il intervient dans les coulisses, etc. On parle d'Ecclestone, on parle toujours des dollars, etc. Évidemment que c'est un gars très intéressé par la réussite financière, des affaires florissantes, etc. Bien sûr, mais c'est un gars qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup de cœur. Je l'ai vu, il veut pas qu'on en fasse la publicité, il n'aime pas, mais je l'ai vu intervenir à plusieurs reprises dans des cas très concrets où il est intervenu pour aider. Ça ne cadre pas avec l'image du personnage. C'est un vrai amoureux de la course et connaisseur, vraiment. Son amour pour le jeu de la course automobile est peut-être né ce 13 mai 1950 à Silverstone. Le jeune Bernie, 20 ans, est déjà présent dans les tribunes du premier Grand Prix de l'histoire. La Formule 1 en est qu'à ses balbutiements, et elle ne se doute absolument pas que son histoire va être étroitement liée à ce spectateur alors encore anonyme. Bernie Ecclestone débarque en F1 par la petite porte. Thomas Jean du regretté pilote Rindt, alors sous contrat avec un certain Colin Chapman. Carrière de courte durée car le pilote allemand est victime d'un accident mortel en 1970, seulement quelques mois après le début de leur collaboration. Il reste d'ailleurs encore à ce jour le seul pilote champion du monde à titre posthume. Ecclestone rebondit rapidement et prend les rênes du célèbre Team Brabham dès 71. Cette plongée dans le monde très fermé des dirigeants d'écurie lui ouvre les yeux sur une F1 qu'il ne soupçonnait pas. On avait une Formule 1 jusqu'au début des années 70 qui était entièrement dominée par la Fédération internationale de l'automobile. C'était elle qui organisait les Grands Prix et c'était elle aussi qui négociait les cachets avec les promoteurs de circuits. C'était elle qui percevait les droits même télévisuel jusqu'au début des années 70 et qui ensuite redistribuait une partie aux équipes de façon plus ou moins égalitaire, pour ne pas dire assez inégalitaire en réalité. Ecclestone voilà l'occasion de faire évoluer sa situation en se portant garant de la pensée des constructeurs. Il crée alors la FOCA. La Formula One Constructors Association, menée par Bernie Ecclestone à partir du milieu des années 70 et par son complice de toujours, Max Mosley, qui va commencer à émerger et qui va demander avoir de plus en plus de revendications financières. C'est lui qui a pensé à dire, tiens, on va mettre toutes les écuries ensemble et on va faire une force qui va être une force contradictoire ou parallèle à la Fédération internationale. On va devenir un interlocuteur incontournable. Puis il a eu l'idée de dire, tiens, c'est moi qui vais m'occuper de la gestion des droits commerciaux, des droits télé. On parle souvent des revendications réglementaires, le turbo versus les Formule 1 jupes. En réalité, c'est la face, la partie émergée de l'iceberg, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais tout ce qu'on ne voit pas,
c'était en réalité les tractations financières, c'était la question de la redistribution des revenus, qui pour bon nombre de constructeurs britanniques, puisque c'était pour la plupart des constructeurs britanniques, était très inégalitaire et leur était assez défavorable en réalité. Et donc avec justement l'appât du gain, l'arrivée du sponsoring, le fait qu'on comprend que évidemment on peut faire pression et presser comme des citrons soit les chaînes de télé et surtout les promoteurs de Grand Prix, les propriétaires de circuits, et cette petite clique de Bernie Ecclestone, Max Mosley et cette petite clique de constructeurs britanniques vont commencer à se rendre compte qu'il y a énormément d'argent à se faire. Fort de ses soutiens, le fraîchement nommé directeur de la FOCA va entreprendre son premier coup d'éclat. À partir de 1975, tu as un schisme politique un peu tacite qui s'opère entre la FISA, donc la FISA c'était la branche sportive en charge de la Formule 1, donc qui faisait partie de la FIA, donc la Fédération internationale du sport automobile, et les constructeurs de la FOCA, donc ces fameux constructeurs britanniques menés par Bernie Ecclestone et Max Mosley. Tu avais un schisme officieux qui s'est opéré, où en gros la FISA s'occupait des règles, s'occupait d'organiser les grands prix, exactement comme elle le fait maintenant finalement, et la FOCA était libre de percevoir les revenus, de négocier avec les promoteurs de circuits et de redistribuer une partie des revenus aux équipes. Une prise d'indépendance couplée à une montée en puissance d'Ecclestone qui n'est pas du tout du goût du nouveau président de la FISA, Jean-Marie Balestre. Il essaie de réinstaurer ce rapport de force et faire en sorte que la FIA recouvre non seulement son indépendance, mais surtout son pouvoir et son autorité totale sur la Formule 1. Non seulement d'un point de vue réglementaire, bon ça elle l'avait déjà, mais aussi d'un point de vue économique, ce qu'elle avait tendance à perdre puisque c'est plus elle qui négociait avec les promoteurs des circuits, qui faisait office de redistributeur. Les deux hommes, que tout oppose, vont se livrer le bras de fer le plus iconique de l'histoire de la F1. Il ne sera plus question de politique, d'économie, de l'avenir de la discipline. Pour la première fois, les aspirations personnelles ont dépassé le cadre du sport. Ça, à cette époque-là, c'était certainement une guerre d'ego. Il y avait Balestre, le français, qui était omnipotent et tout, et puis Ecclestone est arrivé, faisait un peu d'ombre, et puis a mis une sorte de contre-pouvoir, et puis il a eu l'intelligence de dire, moi je vais m'occuper, toi tu es le sportif et tu es le fédérateur, le législateur, et moi je m'occupe des finances. Il y avait deux visions qui étaient complètement différentes, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que t'avais d'un côté la vision française à la Jean-Marie Balestre, tu sais, du pouvoir très vertical, très concentré, très jacobin pour mener la Formule 1, c'est-à-dire qu'on concentrait tous les pouvoirs, presque royaliste à la française, tu vois ce que je veux dire. Et puis t'avais la vision très anglo-saxonne de Bernie Ecclestone, très libérale en réalité, où on veut faire du profit, quitte à employer une stratégie du diviser pour mieux régner, quoi. C'était deux visions très différentes, mais très symptomatiques de la culture de chacun. Ce mano à mano entre les deux hommes qui font la F1 va atteindre son apogée au Grand Prix d'Afrique du Sud 1981 sur le tracé de Kyalami. Le week-end s'ouvre avec en toile de fond le conflit pour la gouvernance, les droits commerciaux et la réglementation technique de la Formule 1. Cette épreuve qui ne regroupe que les écuries en faveur de la FOCA, c'est le pied de nez ultime de Bernie aux instances dirigeantes. En menaçant de constituer ce championnat parallèle ou cette course parallèle, eh bien, il essaie d'envoyer un message à la FIA en expliquant que dans l'absolu la Formule 1 n'a pas besoin d'elle et que finalement ils peuvent tout à fait s'en sortir sans même que lui-même pense forcément que ce sera le cas en fait. Sans doute qu'il n'en était pas convaincu. Ils ont un intérêt commun, ils doivent s'entendre parce que la FIA, quand elle dit nous on n'a pas besoin de la F1, on pourrait faire notre F1 à nous, je pense qu'ils se trompent. Inversement, la F1 qui pourrait dire nous on n'a pas besoin de la FIA et de vos règlements à la noix, on le fait nous-mêmes, c'est peut-être moins faux, mais ils ont besoin du fait du label championnat du monde, du label officiel. L'anglais jubile, il va rapidement déchanter. Malgré 19 voitures sur la grille de départ et des gradins combles, aucune télé n'a fait le déplacement. Lui, l'homme de la télévision, s'est fait prendre à son propre jeu. Sans journaliste et retransmission mondiale, l'épreuve se déroule dans le parfait anonymat. L'échec est cuisant, la désillusion est immense, l'humiliation est totale. La discipline fronce droit dans le mur et seul un accord historique peut l'empêcher de sombrer. Le 11 mars 1981, Bernie Ecclestone et Jean-Marie Balestre doivent se rendre à l'évidence. Il est temps de se mettre autour de la table et de négocier. Les accords concordent, du nom de la place parisienne où siège la FIA, sont ratifiés. La FISA reprend le contrôle de la partie technique de la discipline, tandis que la FOCA
s'occupera du business F1. Mais il a toujours fonctionné de cette manière, par coup de bluff, par coup de menace, pour finalement faire réagir et faire en sorte que les gens se retrouvent autour de la table pour négocier et pour parfois perdre aussi, parce que Bernie Ecclestone a quand même été le grand gagnant de tous ces accords Concorde. Ecclestone se retrouve là où il voulait être, là où les dollars pleuvent. En 1987, le grand argentier parachève son œuvre en détruisant ce qu'il a lui-même créé. Il fonde sa propre entreprise privée d'exploitation des droits commerciaux pour la Formule 1, qui s'appelle la Formula One Management, la Formula One Promotions and Administration en premier lieu, et ensuite ça devient la Formula One Management après. Avec Max Mosley et tout, ils se sont bien arrangés, ils ont pu obtenir des choses qu'on n'obtiendrait plus aujourd'hui sur un laps de temps incroyable où ils ont négocié la possibilité de rester les maîtres absolus au niveau des droits télé, etc. Et donc le pouvoir qui était entre guillemets dans les mains d'un représentant qui était un petit peu le syndicaliste d'une certaine manière d'équipe britannique, est devenu en fait le pouvoir pour un seul homme. Dans un splendide retournement de veste, l'Anglais a atteint le sommet de la chaîne alimentaire. Son règne sera sans partage durant 3 décennies. 30 ans durant lesquels Bernie va faire du Ecclestone. C'est lui qui a initié, enclenché la mondialisation. Ce qui a changé sous l'ère Bernie Ecclestone, notamment à partir des années 90, c'est que Ecclestone a compris que on pouvait exporter la Formule 1 et particulièrement l'exporter dans des pays qu'on appelle émergents, qui sont en quête de visibilité internationale. Bernie Ecclestone a compris l'importance du soft power à partir de la fin des années 90 et a compris que beaucoup de pays émergents, non seulement des pays émergents, mais des pays qui n'ont pas forcément une très bonne réputation par le prisme du monde occidental, parce que précisément ils ont des régimes qui sont un peu discutables, soit autoritaires, soit carrément dictatoriaux, et il a compris qu'en fait ces pays-là émergents étaient en quête de soft power et de visibilité internationale. Du coup, ils étaient potentiellement de très bons candidats pour accueillir la Formule 1. Donc évidemment ces pays-là voulaient la Formule 1 parce que ça pouvait leur apporter une visibilité internationale, notamment auprès du monde occidental et auprès du monde européen, pour potentiellement du tourisme par exemple. Et du coup, en échange, sachant que ces pays hôtes-là étaient très demandeurs de cette visibilité internationale, et en échange, Bernie Ecclestone disait ok, vous aurez cette visibilité internationale, vous allez avoir de la pub absolument incroyable qui sera faite sur votre pays, votre ville, que ce soit Singapour, Kuala Lumpur, Shanghai, qui était une ville qui était en train d'exploser en termes d'urbanisme et de démographie. Vous aurez cette visibilité-là, cette publicité-là, mais par contre, vous payez. C'est devenu un spectacle télévisuel dans l'Europe, puis dans le monde, et puis vraiment aujourd'hui sur toute la planète entière. Ça, c'est lui. Le grand argentier a compris où se trouvait la poule aux œufs d'or. Il va partir en chasse, non sans l'aide de son complice de toujours. C'était de 93 à 2009, donc c'était 16 ans. Pendant 16 ans, tu as eu en fait le résultat d'un hold-up en fait, tout simplement. Parce que sur la branche économique, tu avais Bernie Ecclestone qui était à la tête, et sur la branche sportive et de régulation technique, donc à la tête de la FIA, tu avais Max Mosley. Tu avais quand même les deux instigateurs d'une révolution au sein de la Formule 1 qui a abouti au système qu'on a aujourd'hui. Et les deux, en même temps, se retrouvent à la tête de leurs instances respectives. C'est quand même fort. Ça, c'est quand même un Bernie Ecclestone en tant que businessman qui a particulièrement bien placé ses pions et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de tentative de putsch, qu'il n'y ait pas de tentative de révolution et qui a voulu verrouiller absolument son pouvoir. Businessman autodidacte ou dictateur égocentrique, sorte de Janus des temps modernes, Bernie Ecclestone n'aura eu de cesse de jongler avec ces deux facettes. Celles-là même qui lui ont apporté la gloire, mais qui vont aussi causer sa chute. Très grand homme d'affaires, assez avant-gardiste, un côté génial, businessman, un côté un peu dictatorial, c'est vrai, pour imposer sa vision, etc. Mais je pense que s'il n'avait pas imposé sa vision, ça n'aurait jamais marché. Et il y a plein de choses qui sont arrivées en F1 parce que c'est lui qui a donné la ligne, parce que c'est lui qui a dit on fait comme ça, c'est lui qui a et les autres ont suivi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas à se plaindre parce qu'ils sont devenus riches grâce à lui. Je pense à tous les patrons de team, etc. Bernie Ecclestone se rêvait en dictateur et l'a été pendant un certain temps. Mais à partir du moment où la F1 s'est mondialisée, à partir du moment où la Formule 1 a commencé à gagner beaucoup d'argent, à en percevoir énormément et à en redistribuer d'autant plus, je pense que la vision de businessman est rentrée totalement en contradiction avec le dictateur et qu'il n'avait plus les moyens d'être un dictateur. C'est comme une boîte de Pandore que tu ouvres et que tu peux plus refermer finalement. Décrié, conspué, voire détesté,
Bernie Ecclestone n'aura eu de cesse de déchaîner les passions durant la majeure partie de sa vie. Passion justement que ce petit revendeur de voitures d'occasion dans les années 60 en Angleterre aura perdu au fil des tours de la vie au profit de l'appât du gain. Bernie, c'est la professionnalisation et la mondialisation d'une discipline. S'il peut se targuer d'avoir révolutionné la catégorie reine, parfois à coups de paillettes, souvent à coups de magouille, lorsque l'on soulève le capot de la Formule 1, on se rend compte que ce sont les fans qui la font avancer. Ça, Bernie aura fini par l'oublier, car caché derrière sa montagne de billets, il n'aura pas vu venir le virage du XXIe siècle. Paradoxalement ultra visionnaire à ses débuts, il renvoie l'image d'un homme en complet décalage avec son temps lors de ses dernières années de présidence. Il se reposait un peu fort sur ses acquis, Bernie Ecclestone. Il y avait la discipline qui était une discipline d'initié, enfin de passionné, et il se disait elle vivait comme ça, lui il gérait son business. J'ai pas l'impression qu'il s'attardait beaucoup sur l'aspect communicationnel. Et on l'a vu dans la transition avec Liberty Media, c'est quand même un aspect qui a été un peu délaissé. Et lui, il était vraiment dans le côté business, mais le côté d'évoluer avec son temps et du côté digital, etc., c'était pas son truc, quoi. L'histoire se finit en sortie de piste, mais comme toujours avec la F1, une révolution va la remettre en selle. Quand Liberty Media est arrivé, ils ont dit, lui, il avait aucune stratégie digitale, quoi. Il n'y a pas de stratégie, en fait. Et donc, ça donnait vraiment l'impression qu'il y avait la F1 qui avait son plateau, ses passionnés, et on vit un peu entre nous comme ça, et il n'y avait pas cet aspect communicationnel, ouverture un petit peu vers l'extérieur, quoi. Bernie, le businessman moderne, était devenu un dinosaure, porte-étendard d'une discipline qu'il n'a jamais réussi à ancrer dans le XXIe siècle. Il a tort sur le fait qu'il aurait dû se rendre compte qu'il fallait ouvrir ce paddock au monde extérieur, qu'il fallait pas rater cette marche-là, que le monde évolue et qu'on pouvait pas rester rétrograde. Pas de réseaux sociaux, de chaînes YouTube, d'immersion, de storytelling. L'expérience F1 ne correspond plus aux standards des sports modernes. Il n'en cernait pas l'influence et l'ampleur que ça allait prendre. Je pense qu'il pensait que c'était une petite part, alors que finalement, c'est ce qui a fait un peu revivre la F1, ou en tout cas qui a permis d'aller chercher ou d'aller rechercher un public jeune, etc. Et c'est cet aspect un peu justement cloisonné dans son monde et de ne pas connaître cet aspect un peu digital, même moderniser les retransmissions, etc. Je pense que c'est quelque chose que lui maîtrisait pas et il disait la F1 fonctionne comme ça, on n'a pas besoin de ça. La discipline va mal. Et Ecclestone préfère prendre le chèque avant de couler avec son navire. Nous sommes en mars 2017. La nouvelle saison de Formule 1 s'ouvre à Melbourne et ce n'est plus un secret pour personne. Le joyau de la course auto est passé sous pavillon américain. C'est pas n'importe qui, hein, Liberty Media. C'est les champions de l'entertainment, quoi, aux États-Unis. C'est des gars qui ont une expérience hallucinante dans plein de domaines, dans le show, dans le spectacle, dans le sport, dans les affaires. La Formule 1 débarque donc au pays de l'oncle Sam, terre de NASCAR. Un changement radical pour une discipline aux racines profondément européennes. J'ai ressenti que les Américains n'étaient pas des grands connaisseurs de la F1. C'était des grands connaisseurs du produit télé, de l'entertainment, de très grands connaisseurs, mais pas des grands connaisseurs de la F1. On se dit, oh, ça va passer d'un monde de passionnés de sport auto à un monde où on se dit où est-ce qu'on va faire de l'argent et comment on va faire de l'argent, quoi. La F1 n'a pourtant plus grand-chose dans le réservoir. Alors à première vue, ce rachat, c'est le dernier tour de piste d'une discipline littéralement en bout de course. Liberty Media a récupéré un produit malade, un produit qui était en déficit de communication, un produit qui pensait qu'il pouvait s'exporter comme le football ou les Jeux Olympiques, or c'était pas le cas, et un produit qui souffrait d'inégalités sportives absolument terrifiantes à cause, en partie, de la stratégie financière qui avait été initiée à la base par Bernie Ecclestone. Les Américains doivent faire plonger cette F1 dans le XXIe siècle. La formule pour papy de Bernie laisse place à la formule Hollywood. L'heure est aux réseaux sociaux, à Netflix, au grand spectacle, à la révolution. Les réseaux sociaux, c'est dingue. À l'époque de Bernie, on ne pouvait pas filmer. Aujourd'hui, on filme une interview, on la met sur les réseaux, boum, ça part dans tous les sens. C'est possible, c'est permis. À l'époque, c'était niette absolue, quoi. Ils ont commencé par la conquête des réseaux sociaux, entre 2017 et 2021, je crois, 2022 même. La Formule 1 est la marque qui a le plus progressé sur les réseaux sociaux, la marque sportive qui a progressé le plus sur les réseaux sociaux. Et derrière, oui, en effet, la suite logique a été la série Netflix. Pierre angulaire d'une F1 labellisée Liberty Media,
Drive to Survive, méga production Netflix, a fait passer ce sport dans une toute autre dimension. On savait que la Formule 1 était extrêmement déficitaire en termes de divertissement. Non pas seulement parce que le sport peut être terriblement ennuyeux de temps en temps, mais parce qu'il y avait un déficit de communication et de starification de la Formule 1 et de ses pilotes. Mais ça a tout changé parce que ça a humanisé en fait la discipline. Avant, quand on était spécialiste, on suivait, on connaissait Williams, on connaissait McLaren, on connaissait tout, les détails, etc. Si on venait de l'extérieur de la discipline, on s'y intéressait pas parce qu'on voyait des voitures qui tournaient en rond et voilà, c'était un peu, pour caricaturer, c'est ce que les gens disaient. Netflix, ils sont allés chercher des pilotes, ils ont raconté des histoires, même en fond de grille, ils ont humanisé toutes ces histoires. Finalement, quand on regarde la série, si on est non initié, on prend ça plus justement comme de la fiction et un peu comme des acteurs et on veut suivre leur histoire. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est que je me suis dit, ok, les gens vont regarder Netflix, mais le point très très fort, là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont réussi à ramener les gens qui regardaient Netflix vers les Grands Prix le dimanche. Je pense que ça a permis à énormément de nouveaux fans américains d'arriver à la Formule 1, de nouveaux fans européens d'arriver à la Formule 1 et de nouveaux fans internationaux issus des pays que la Formule 1 avait conquis géographiquement d'arriver également à la Formule 1. Les Américains accélèrent, la popularité de la F1 explose, sauf qu'en chemin, Liberty Media a oublié le principal. La Formule 1, c'est avant tout de la course. Finalement, cette série Netflix, elle est arrivée au moment où, elle est plus ou moins à quelques mois, quelques années près, mais il y a eu le rachat par Liberty Media, il y a eu la série Netflix. En même temps, il y a eu cette grosse bagarre entre Hamilton et Verstappen, beaucoup de spectacles. Et donc finalement, ce nouveau public, on va dire, parce qu'il y a eu un nouveau public, on l'a dit féminisé, plus jeune, etc. Mais il y a eu le public américain qui a commencé à fort s'intéresser à ça. Et ils sont arrivés quand il y avait du spectacle et quand il y avait du suspense. Et finalement, on a vendu du spectacle et on en a eu avec Hamilton Verstappen. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir survendu. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un essoufflement de cet intérêt finalement qui est arrivé au moment où il y avait du spectacle et puis tout d'un coup, il commence à y en avoir moins et que les gens se disent finalement ce qu'on m'a vendu c'était peut-être un peu survendu quoi. Et alors ils ont rajouté la touche américaine où il y a un peu plus de show, voilà, on a un peu romancé les trucs, parfois un peu trop, parfois un peu déformé quand même. Parce que quand on est sur place, on se rend compte que finalement c'est pas toujours la réalité non plus. Le problème de la Formule 1, c'est que elle n'a pas voulu séduire une nouvelle audience via le produit lui-même, mais via des produits dérivés. Le problème du produit dérivé, c'est qu'il n'est pas le produit de base. Et que tu peux être séduit par le produit dérivé, mais être déçu par le produit de base. Et donc, au mieux, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner vers le produit dérivé, tu vas continuer à regarder Netflix, mais tu vas arrêter de regarder les Grands Prix. Et au pire, tu vas arrêter de regarder les deux. Parce que la promesse n'y est pas. Véritable moteur de cette Formule 1, les fans entretiennent avec la catégorie reine un amour en dents de scie. Les anciens s'accrochent tandis que les nouveaux vont et viennent au gré des tendances. Entre 2004 et 2017, entre Schumacher et Hamilton, les audiences ont été divisées par deux, passant de plus de 800 millions de téléspectateurs à seulement 352. Avec sa politique de surcommunication, du multiplateforme et du show à outrance, Liberty Media a stoppé l'hémorragie et remis de l'huile dans le moteur. Les audiences sont en constante évolution depuis leur rachat et pointaient en 2021 à 445 millions de fans à travers le monde. Un renouveau amorcé en télé et qui doit désormais se concrétiser lors de la grande messe du dimanche, les Grands Prix. Et là aussi, Liberty Media a tout changé. La culture américaine et la culture du show américaine se ressent extrêmement fort. Aujourd'hui, je pense que les gens qui viennent sur un Grand Prix ne viennent plus que pour voir les voitures tourner. Ils veulent voir les voitures tourner, ils veulent avoir un show, ils veulent un son et lumière, ils veulent des DJ, ils veulent « t'as vu qui est en concert ce soir ?» Et donc, voilà, c'est devenu un package. Avant, on venait pour voir la course et puis à 4h30, elle était finie. On disait « quelle belle course » et on partait. Mais non, c'est fini, il n'y a pas que ça. Fini les tribunes désespérément vides des années 2010. Les Grands Prix se déroulent désormais pratiquement tous à guichet fermé. En 2022, 5 700 000 fans ont assisté à un Grand Prix, un record. C'est 2 millions de spectateurs en plus qu'en 2016 pour une seule course supplémentaire au calendrier. Malgré une mondialisation accrue de la discipline, ce sont bien les Grands Prix européens ou historiques qui font le plein. Comme chez nous, où Spa-Francorchamps affiche 380 000 spectateurs en 2023, c'est 192 000 de plus qu'en 2016. Même son de cloche à Silverstone, Monza, au Brésil ou au Japon. Le vieux continent et les anciens circuits qui n'intéressaient plus personne sont finalement encore les plus vendeurs. Ça a donné un peu l'impression quand Liberty Media est arrivé, c'est de se dire on choisit un endroit parce que c'est un endroit un peu place to be, ça va faire des belles photos, des belles images, et puis on tracera un circuit, on va voir ce que ça va donner. Ils sont tous conscients en F1 qu'on ne peut pas
perdre les grands prix mythiques. Pour garder cette base aussi d'anciens passionnés, parce que c'est là finalement qu'on a toujours connu finalement les vraies courses de F1. Il est important de rappeler que les promoteurs de Grand Prix payent pour accueillir le plateau F1 sur leur circuit. Au-delà du prestige, c'est surtout l'enveloppe qui permet de décrocher le précieux sésame. Alors pour rivaliser avec l'historique, les pays émergents ont fait tourner la planche à billets pour le plus grand bonheur de Liberty Media. Maintenant, c'est un business aussi, hein, et donc voilà, un Grand Prix européen, prix du plateau devient dérisoire. Les pays hôtes européens qui financent un Grand Prix de Formule 1 ou qui veulent organiser un Grand Prix de Formule 1 tout simplement parce que c'est dans leur culture, et ben eux, ils payent 2 à 3 fois moins de droits d'organisation en moyenne que les pays émergents. Il faut quand même qu'ils essayent, et les pilotes veulent aussi, garder cet aspect-là, garder cette partie mythique et vivre avec son temps et aller, oui, un peu plus aux États-Unis parce que le marché est important là-bas, et aller en Asie parce que le marché est important là-bas, parce que ça reste ça aussi. Les teams, ça reste finalement des marques aussi, qui ont besoin d'aller chercher les publics dans les marchés qui sont importants pour eux, et les États-Unis étaient importants pour eux. Mais il faut une balance. Pour l'instant, je trouve qu'ils la trouvent pas trop mal, parce qu'on conserve quand même des grands prix historiques, Suzuka, la Belgique, le Brésil, et on vient apporter cette part de show quand même autour, quoi. Liberty Media fonce à 100 à l'heure sur son produit préféré et il est aujourd'hui difficile d'en tirer un bilan autre que positif. Qu'ils ont fait ce que Bernie Ecclestone ne faisait pas, c'est-à-dire avoir cet aspect course automobile et d'avoir cet aspect entertainment autour et d'avoir cet aspect show autour. Leur force a été de garder cette part du public qui était là, d'aller rechercher la part du public qui s'était désintéressé de la F1 et d'aller encore chercher un nouveau public. Donc finalement, les a priori, alors que moi j'avais en me disant tiens, finalement c'est un gros groupe qui est juste venu faire de l'argent et qui après revendra sans doute, et voilà, c'est peut-être ce qui se passera, mais ils ont quand même gardé malgré tout cet aspect passion en rajoutant tout ce qui fait finalement le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est digital, tout ce qui est Netflix, enfin voilà, ils ont rajouté chaque fois des éléments supplémentaires qui ont fait qu'il y avait à chaque fois des nouveaux publics qui sont venus se greffer, quoi. Ils ont féminisé le public, ils ont modernisé, ils ont rajeuni le public, mais sans éjecter la partie des anciens passionnés, je trouve. Et ça a été ça leur force. Pour l'instant, on n'a pas perdu l'aspect sportif, parce qu'il y a encore du spectacle, parce qu'il y a encore du suspense, parce qu'il y a encore des dépassements. Loin d'être parfaite, la patte Liberty Media a tout de même réussi à redémarrer ce vieux bolide rutilant qu'est la Formule 1. Mais attention, l'histoire nous l'a montré, la sortie de piste peut très facilement arriver. De Chapman à Dominicali, de Fangio à Verstappen, la Formule 1, terre de champions et d'innovation, n'a jamais cessé de tracer sa route au milieu des batailles en piste et des guerres d'ego en dehors. Joyau de la course automobile, vous savez désormais d'où elle vient, c'est maintenant à votre tour de découvrir où elle va. Parce que je pense que les gens qui sont en F1 sont à très grande majorité des passionnés. Je pense que les gens qui regardent la F1 sont quand même des passionnés en grande majorité, que ceux qui font la F1, qui commentent la F1, qui retransmettent, sont des passionnés.